Bienvenue à TR Chronique, épisode 79. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire de royauté, de pouvoir et de justice. Mais attention, une histoire qui ne commence pas dans les dorures d'un palais, non. Elle commence avec le son sec et froid d'une porte de cellule qui se referme. Et puis tout bascule. Un jeudi matin, 8h, heure de Londres, la nouvelle tombe et elle est sidérante. Andrew Mountbatten-Windsor, le frère du roi, est placé en garde à vue au domaine de Sandringham. L'onde de choc est immédiate et elle secoue le Royaume-Uni tout entier. Alors là, face à une telle crise, on aurait pu s'attendre à un mire de silence, à une défense acharnée de la part de la famille. Mais non. La réponse du palais de Buckingham elle est historique. Pas de défi, mais une déclaration d'une sobriété glaçante du nouveau roi, qui est immédiatement soutenue par le prince et la princesse de Galles. Le message, il est limpide. La couronne ne se placera pas au-dessus de la justice. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas juste un scandale de plus. C'est une véritable rupture, un événement sans précédent. Alors la question, la seule qui compte vraiment, c'est comment ? Comment un homme né au plus près du trône a-t-il pu se retrouver dans une telle situation ? Pour le comprendre, il faut remonter le fil. Pour y voir clair, il faut d'abord se pencher sur l'accusation elle-même. Et attention, c'est un point essentiel, car elle est beaucoup plus spécifique et complexe qu'on pourrait le penser au premier abord. Le chef d'accusation, c'est donc faute professionnelle dans l'exercice d'une fonction publique. Ça sonne un peu technique, mais en clair, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça signifie qu'on lui reproche d'avoir sciemment abusé de sa position officielle, de la confiance qui lui avait été accordée par le public, pour des intérêts qui n'étaient pas ceux de la nation. Et ce n'est pas une petite infraction, c'est extrêmement grave au Royaume-Uni. La peine maximale encourue ? La prison à vie. Et c'est là qu'il y a un point absolument crucial à comprendre. Vraiment. Cette arrestation, elle ne concerne pas les accusations d'agression sexuelle de Virginia Giuffre qui avaient défrayé la chronique. Cette affaire-là, elle a été réglée hors des tribunaux par un accord financier aux États-Unis. Non, ici on parle de toute autre chose, de ses agissements en tant que représentant officiel du gouvernement britannique. C'est une distinction fondamentale. D'accord, mais alors, qu'est-ce qui a bien pu déclencher une action aussi spectaculaire ? Sur quelles preuves la police s'appuie-t-elle ? Eh bien, tout part d'une trace numérique, une trace laissée il y a plus de 10 ans. Cette chronologie, elle est éclairante. Regardez bien. En 2001, il obtient ce rôle prestigieux de représentant spécial pour le commerce. Ça lui donne accès à des informations très sensibles. Avance rapide jusqu'en 2010. Il est en tournée officielle en Asie. Et c'est là, en novembre, que tout se noue. Des emails qui semblent montrer qu'il transfère des rapports confidentiels de sa mission à Jeffrey Epstein, déjà condamné pour crimes sexuels à l'époque. Pendant des années, silence radio. Et puis, boum, janvier 2026, des millions de documents de l'enquête Epstein sont déclassifiés aux États-Unis. Et là, ces fameux emails de 2010 refont surface. La suite s'enchaîne très vite. Un groupe anti-monarchie s'empare de l'affaire, dépose une plainte, et le 19 février, la police intervient. Et l'image est saisissante. Pensez-y une seconde. L'homme qui a grandi dans les palais, qui a côtoyé les plus grands de ce monde, se retrouve dans une cellule de garde à vue absolument standard. Un lit, des toilettes. Point. Pas de traitement de faveur. On lui prend ses empreintes digitales, son ADN, comme n'importe quel autre suspect. La chute est brutale et le contraste vertigineux. Forcément, une arrestation de cette ampleur a provoqué un véritable séisme, alors voyons un peu comment le royaume a réagi du sommet de l'État jusqu'à l'opinion publique. Et ce qui frappe, c'est l'unanimité. C'est presque déconcertant. Le roi Charles III, son propre frère, qui ne cherche aucune excuse. Le prince et la princesse de Galles, qui s'alignent immédiatement. Le Premier ministre, qui martèle ce principe. Personne n'est au-dessus de la loi. Et puis il y a la réaction de la famille de Virginia Giuffre, l'une des principales accusatrices d'Epstein. Des mots particulièrement poignants. Il faut prendre un instant pour mesurer le poids de ces mots. Ils viennent de la famille de Virginia Giuffre, décédée en 2025. Pour eux, cet événement va bien au-delà du juridique. C'est un moment de catharsis, un soulagement immense, une sorte de victoire symbolique, non seulement pour Virginia, mais pour toutes les victimes. Pour vraiment saisir à quel point cet événement est exceptionnel, il faut faire un petit voyage dans le temps. Et pas un petit voyage, un bond de plusieurs siècles en arrière. 400 ans. Voilà, c'est le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois qu'un membre aussi haut placé de la famille royale britannique a été arrêté. C'est tout simplement inouï. La dernière fois donc, c'était en 1642, et il s'agissait du roi Charles Ier en personne, en pleine lutte de pouvoir avec le Parlement, une tentative d'arrestation de ses opposants qui a déclenché la guerre civile anglaise et qui s'est terminée par sa propre exécution. Alors, bien sûr, la comparaison a ses limites, mais elle dit une chose essentielle. L'idée qu'un membre de la famille royale est intouchable, eh bien cette idée-là est bel et bien morte en 2026. Bon, le poids de l'histoire, c'est une chose. Mais maintenant, la question est sur toutes les lèvres. Et après ? Concrètement, que va-t-il se passer dans les heures et les jours qui viennent ? Le processus judiciaire, lui, n'a rien d'exceptionnel. Il suit un protocole très strict.
D'abord la garde à vue, qui peut durer jusqu'à 24 heures et même être prolongée à 96 heures avec l'accord d'un juge. Ensuite, évidemment, les interrogatoires formels avec son avocat. En parallèle, l'enquête se poursuit, perquisition, analyse de preuves. Et à la fin, l'étape clé, la décision. Est-ce que la police et le parquet estiment avoir assez d'éléments pour une inculpation formelle ou est-ce qu'il sera libéré en attendant la suite de l'enquête? C'est le suspense des prochaines heures. Au final, on a commencé cette chronique avec l'arrestation d'un homme, la chute d'un prince, mais plus on analyse la situation, plus on se rend compte que l'enjeu est beaucoup plus large. La vraie question, ce n'est peut-être pas seulement de savoir si un individu va être condamné, c'est de savoir si, à travers cette affaire, ce n'est pas toute l'institution de la monarchie, son rôle, sa pertinence et son avenir au XXIe siècle qui est en train d'être mise à l'épreuve.